à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de notre série dédiée aux difficultés croissantes liées à l'accès aux soins et de la mise en péril du principe éthique de justice. Plusieurs webinaires sont organisés par l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, qui est une structure qui a pour vocation de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé à l'éthique dans le domaine de la santé. Et donc, on va organiser plusieurs webinaires sur cette thématique afin d'avoir différentes approches et différents professionnels pour différents points de vue. Donc, le premier webinaire, je vous le rappelle succinctement, il s'est intéressé à la désertification médicale qui a eu lieu le 11 janvier. Grâce à nos intervenants, nous avons pu constater que durant ce webinaire, ce phénomène va perdurer et qu'elle repose sur plusieurs éléments que sont la diminution de l'offre de soins, avec une différence générationnelle sur la façon de travailler, une inégale répartition de l'offre de soins sur le territoire, une augmentation des besoins de soins liés notamment au vieillissement de la population. Tout ça, on a pu l'expliciter. 2 points importants ont été soulevés. D'une part, un véritable enjeu de mesure de cette désertification pour combattre les disparités géographiques et mener des politiques sur ces zones peu denses en offre de soins. Et également, l'importance de changer complètement de paradigme sur la façon d'exercer la médecine avec la délégation de tâches. Enfin, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été proposées. Et puis, je vous invite donc à retrouver ce webinaire qui est en replay disponible sur notre site internet www.eurebfc.fr à l'onglet Rencontres et échanges. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce webinaire qui est consacré aux politiques menées dans le cadre de notre système de santé. La stratégie nationale de santé constitue le cadre de la politique de santé en France. Elle est définie par le gouvernement et se fonde sur l'analyse dressée par le Haut Conseil de la santé publique sur l'état de santé de la population, ses principaux déterminants, ainsi que des stratégies d'action envisageables. Quelles sont ces politiques? Sont-elles de nature à accompagner ou plutôt à entraver l'accès aux soins et pourquoi? Comment le patient se positionne-t-il au sein de notre système de santé et quelles stratégies adopte-t-il? Et donc, pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir durant ce webinaire Mireille Kerlan, qui est représentante des usagers, membre de l'ARUCA, l'association des représentants des usagers dans les cliniques, les associations et hôpitaux de BFC. Et puis, elle est également membre de notre conseil d'orientation. J'ai également le plaisir d'accueillir Marion Girard, qui est maître de conférences en droit de la santé à l'Université de Lyon, Lyon 3, Jean Moulin, et puis Nicolas Da Silva, qui est maître de conférences en économie à l'Université de la Sorbonne à Paris-Nord. Donc, pour commencer ce webinaire, je voudrais déjà passer la parole à Marion Girard, notre juriste, pour nous expliquer quel est le cadre juridique finalement de l'accès aux soins en France, sur quels principes repose-t-il, et puis comment cela est-il mis en œuvre. Madame Girard, je vous laisse la parole. Nous allons étudier ensemble quelques principes juridiques, alors assez rapidement dans le temps imparti, relatifs donc à ces notions d'égalité d'accès aux soins, de non-discrimination, de solidarité. Que dit le droit et quelles sont les problématiques qui peuvent être posées? Alors, une petite introduction pour commencer. Qu'est-ce que l'accès aux soins en droit? Donc là, l'approche sera juridique avec bien sûr pas de jugement de valeur sur ces questions-là. En droit, on a une convergence entre 2 grands éléments qui sont d'un côté le droit à la protection de la santé et de l'autre le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Et pour assurer cette convergence, eh bien, on va mettre en place différents systèmes. Un système ou un régime d'assurance maladie pour tenter d'assurer cette égalité, quel que soit le revenu. Et aussi un système plus organisationnel pour organiser le système de santé et plus largement le secteur médico-social aussi, qui permet d'assurer une égalité d'accès aussi entre les citoyens, cette fois quel que soit le lieu, quelle que soit la résidence. Donc on perçoit déjà qu'il y a différentes perspectives, à la fois économiques, sociales et aussi territoriales, même si, évidemment, ça ne sera pas le sujet ici. Et ce droit d'accès aux soins, on va voir qu'on parle d'ailleurs davantage d'égalité, il repose sur des grands principes qui sont affirmés au niveau français, mais aussi plus largement au niveau européen et international, qui sont les principes d'universalité, d'équité et de solidarité, qui, d'après le Conseil de l'Europe, sont des principes clés, fondamentaux si vous voulez, pour une bonne gouvernance des systèmes de santé. Et cette bonne gouvernance, elle passe par une garantie de l'égalité d'accès aux soins. Alors,
Alors, le PowerPoint ne veut plus avancer. Voilà, si. Ce droit, il est reconnu comme un droit fondamental. Alors, on verra après au niveau français, mais aussi pour avoir une perspective peut-être un petit peu plus large, au niveau européen et au niveau international. Parce qu'on voit que du coup, cette problématique que l'on pose aujourd'hui, en réalité, elle est commune à de très nombreux pays. Au niveau du Conseil de l'Europe, il est affirmé que l'accès aux soins est un élément essentiel du droit fondamental à la santé. Et dès 2013, donc il y a déjà plus de 10 ans, mais c'était bien antérieur aussi, on faisait le constat d'inégalité d'accès aux soins qui augmente dans les États membres du Conseil de l'Europe. Alors en fonction de différentes barrières, hein, financières, économiques, géographiques, etc., des inégalités socio-économiques. Donc c'est un constat un peu plus général qui ne concerne pas que notre pays. Au niveau international, au niveau des Nations Unies, on a aussi cette notion d'accès aux soins de santé qui est reconnue comme étant essentielle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette égalité dans l'accès aux soins, nous dit les Nations Unies, oblige les États à garantir aux personnes qui n'en ont pas les moyens un accès aux dispositifs de soins de santé pour éviter toute discrimination. Ce sont des objectifs. Est-ce que ce sont des vœux pieux? Ça, on peut en discuter, mais en tout cas des objectifs. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est possible de garantir juridiquement une égalité d'accès aux soins de tous les citoyens dans un système qui est en principe fondé sur la solidarité? On va voir que le principe juridique, lui, il est clair. Oui, il faut garantir l'égalité et la non-discrimination dans l'accès aux soins, mais que la mise en œuvre, elle est plus complexe, avec notamment cette problématique de renoncement aux soins et de responsabilisation. Donc le principe juridique clairement affirmé, l'égalité, la non-discrimination dans l'accès aux soins. Ce principe, il est affirmé d'abord par des droits généraux. Vous savez, en droit, on repart toujours du socle des droits fondamentaux pour voir sur quoi notre système juridique est construit. Eh bien, dans ce socle de droits fondamentaux, on va retrouver deux droits essentiels. Alors, je passerai rapidement sur le premier. On pourrait discuter pendant des heures de la notion de respect de la dignité de la personne humaine. Mais juste pour vous dire que voilà, il est reconnu à différentes échelles, dans le Code civil, dans le Code de la santé publique. C'est un principe à valeur constitutionnelle, donc qui se situe pour nous juristes au plus haut de la hiérarchie des normes, ce qui a la valeur juridique la plus forte, hein. Et dans cette sauvegarde de la dignité de la personne humaine, on va retrouver le droit au respect de l'intégrité du corps humain. Et pour que le droit au respect de l'intégrité du corps humain soit mis en œuvre, il faut permettre d'accéder aux soins qui sont nécessités par son état de santé. Donc respecter la dignité humaine, c'est en partie aussi permettre aux personnes qui en ont besoin d'accéder aux soins nécessités par leur état de santé. L'autre droit fondamental qui va être utilisé, qui est un peu plus spécifique, c'est ce qu'on appelle le droit à la protection de la santé. Et là, même chose pour avoir une perspective un petit peu plus large, ce droit à la protection de la santé, il est affirmé sur tous les plans. Au plan international, je vous ai mis un exemple, hein, là aussi dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies sur cette question-là. Au niveau européen, on a dans le cadre du Conseil de l'Europe quelque chose qui est assez intéressant, et la France fait partie du Conseil de l'Europe, hein, la Charte sociale européenne, avec notamment un article qui garantit le droit à l'assistance sociale et médicale, ce qui suppose, et c'est ce que nous dit le Conseil de l'Europe, la mise en place de structures de soins accessibles et efficaces pour l'ensemble de la population. Donc là, on a aussi une déclinaison un peu plus concrète de cette question. Et puis au niveau français, dans ce qu'on appelle notre bloc de constitutionnalité, on a un article qui dit que la nation doit garantir, notamment aux personnes vulnérables, mais également à tout citoyen, la protection de la santé. Et on a donné à ce droit une portée effective, puisque le Conseil constitutionnel, vous savez, qui est parfois saisi pour juger de la constitutionnalité d'une loi, c'est-à-dire de sa conformité à la Constitution, a jugé que dans le droit à la protection de la santé, eh bien, on intégrait la question de l'accès aux soins, plus spécifiquement, on verra sur le plan de l'égalité, la prévention et plus largement la protection de la vie. Donc, si vous voulez, on a les fondements juridiques. Ils existent à la fois sur un plan général, un socle, mais aussi en termes de déclinaison plus particulière, plus spécifiquement dans notre domaine du système de santé, des droits des usagers, et on verra un petit peu aussi du système médico-social. Alors, en termes de déclinaison, on a, me semble-t-il, deux textes importants sur ces points-là. La loi qu'on connaît souvent sous le nom de loi Kouchner, mais qui pour les juristes est la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002, et qui a intégré dans le Code de la santé publique un article fondamental qui dit que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tout moyen disponible au bénéfice de toute personne. Et je me permets d'attirer votre attention sur un élément important.
parfois on se demande comment les lois sont rédigées et si les rédacteurs ont vraiment réfléchi. Ici, il y a une vraie réflexion parce qu'on vous dit il doit être mis en œuvre par tout moyen disponible. Et déjà, on commence à fixer une limite. Ce n'est pas un droit d'accès n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, à n'importe quoi. C'est en fonction des moyens disponibles. Et on voit déjà poindre la question de quels sont les moyens que l'on met à disposition pour assurer l'effectivité de ce droit. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Et c'est là où toute la marge de manœuvre va pouvoir être utilisée, notamment par les pouvoirs politiques, hein, sur cette question-là. Alors, la suite de l'article continue, hein, et vous voyez que c'est très large, parce que tous les intervenants dans le système de santé doivent assurer ce droit, les établissements, les organismes, etc., y compris les usagers. Et le but, l'objectif, hein, c'est de développer la prévention, d'accord? Mais pour ce qui nous intéresse, nous, c'est aussi de garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé, avec, au-delà, la question de la continuité aussi des soins et de la qualité ou la sécurité. On a un autre article aussi qui est très important, qui nous dit qu'aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins. Donc c'est clairement posé. On ne peut pas revenir sur l'idée même, hein, qui fonde notre système. Donc pour mettre tout ça en œuvre, il y a une implication large de tous les acteurs, mais attention, tout est centré vraiment sur la notion d'égalité et de non-discrimination. Ce n'est pas un accès total, c'est un accès égalitaire et non discriminatoire, ce qui va introduire des nuances, on le verra, avec des conséquences aussi en termes de continuité, de qualité des soins, peu importe. Très rapidement, l'autre texte qui décline ces principes et qui est important, alors même si ce n'est pas le système sanitaire en tant que tel, c'est la loi un peu jumelle, si vous voulez, du 2 janvier 2002, qui porte sur l'action sociale et médico-sociale. C'est important aussi parce qu'il y a un certain nombre de soins et de personnes dont la santé est prise en charge dans le secteur social et médico-social, et notamment dans les EHPAD, hein, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans les établissements pour personnes en situation de handicap. Donc, il y a aussi une implication de ce côté-là. Et là, on retrouve une notion, alors qui est peut-être un petit peu différente, mais qui va vous parler de nécessité de respecter l'égale dignité de tous les êtres humains, de répondre de manière adaptée aux besoins de chacun et de garantir un accès équitable sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a un certain nombre de limites, hein, qui sont tout de suite posées, parce qu'on peut avoir des décisions, par exemple, de placement concernant les mineurs, hein, pour l'aide sociale à l'enfance. On sait très bien qu'on a un problème d'offres déficitaires dans certains secteurs pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Mais ce qui retient l'attention, c'est vraiment la notion d'équité, un accès équitable, hein. Alors, je vous ai mis une définition qui est la réalisation suprême de la justice et élément qui peut être utile, allant parfois au-delà de ce que prescrit la loi. C'est-à-dire qu'on peut aller au-delà pour assurer l'équité. Donc finalement, le droit, donc quand on regarde ce qu'il pose, on voit qu'il ne garantit pas un accès de tous les citoyens à toutes les formes de soins, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, mais en fonction des moyens disponibles, et qu'il va dire, en revanche, en fonction de ces moyens disponibles, ceux qui vont être alloués au système de santé, on doit garantir une non-discrimination, une égalité, voire une équité dans cet accès. Donc c'est un droit fondamental des personnes, mais qui va aussi engendrer des obligations qui vont être mises à la charge de l'État pour pouvoir le rendre effectif. Et donc, comment assurer cette mise en œuvre? La mise en œuvre, c'est la seconde partie, le second point, elle est délicate, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés importantes de renoncement aux soins, et on verra peut-être un mouvement de responsabilisation du patient, mais je l'aborderai rapidement pour laisser la parole ensuite à Madame Guérin. Alors, les difficultés, quelles sont-elles dans cette mise en œuvre? On a d'abord des difficultés qui sont d'ordre socio-économique et on a des inégalités socio-économiques d'accès aux soins. Je vous ai mis quelques illustrations sous forme humoristique, mais voilà, pour montrer aussi que c'est quelque chose d'actualité. Ce n'est pas une interrogation que l'on se pose de manière uniquement théorique. Ça fait partie aussi voilà, des interrogations réelles. Alors, ces inégalités socio-économiques, on essaye d'y répondre. Alors, il faut distinguer quand même deux cas. Il y a des personnes qui sont sur le territoire français, mais qui ne vont pas bénéficier, ou en tout cas pas tout de suite, d'une affiliation à un régime de sécurité sociale. Et là, on va mettre en place des dispositifs pour essayer de les prendre en charge. Notamment, c'est l'aide médicale d'État. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de discussions récentes sur cette question-là et qui ont été repoussées par le Conseil constitutionnel pour les personnes qui sont étrangères et en situation irrégulière. Au-delà de l'aspect financier, on a aussi un aspect organisationnel avec la mise en place des PASS, les permanences d'accès
aux soins de santé qui permettent aussi de les prendre en charge. Donc ça, c'est une première difficulté qu'il ne faut pas négliger. Mais finalement, ce n'est pas tellement ce qui retient souvent l'attention dans les médias, parce qu'aujourd'hui, sur le territoire français, on a quand même une énorme partie de la population qui va être affiliée à un régime de sécurité sociale, qui va avoir une couverture sociale. Euh, on a mis en place en 1999 ce qu'on a appelé la couverture maladie universelle, la CMU, alors de base et complémentaire, qui n'existe plus formellement aujourd'hui, hein, même si on continue souvent à employer cette expression, puisqu'aujourd'hui on a la protection universelle maladie, la PUMA, et la complémentaire santé solidaire. Mais ces systèmes-là ne suffisent pas, on le sait aujourd'hui, et on constate, même s'il y a des grandes difficultés de preuve, hein, euh, un certain nombre de refus de soins discriminatoires, même si on a un dispositif spécifique qui permet des sanctions, en passant notamment par les agences régionales de santé ou d'autres instances, mais de patients hein, ou de patientes qui peuvent être refusés. Et puis même au-delà, pour des personnes qui pourraient avoir une couverture sociale de base avec une petite complémentaire hein, ou une mutuelle, etc., on a aussi des problématiques, et notamment c'est la problématique de la contribution ou du reste à charge, qui va induire, on le sait, de plus en plus de renoncements aux soins, des retards dans les prises en charge, et donc aujourd'hui véritablement potentiellement un système discriminatoire à vitesse multiple. Alors, des discriminations fondées sur différents critères, hein. Ça peut être l'âge, ça peut être le sexe, ça peut être la catégorie socio-économique. On essaye de mettre des parades, hein, le panier zéro reste à charge sur certains produits dentaires, audio, etc. Mais on sait très bien qu'il y a des difficultés et qui semblent augmenter hein, au cours du temps. Donc ça, c'est vraiment une vraie difficulté de mise en œuvre où il faudra voir quelle réponse on va chercher à apporter, parce que la réponse n'est pas forcément juridique. Dans le droit, on sait qu'il ne faut pas que ça soit discriminatoire. Mais comment on fait pour que ça ne le soit pas de manière effective? Les inégalités, elles sont aussi territoriales. Alors, je passerai très rapidement, puisque ça a déjà fait l'objet du webinaire précédent. Juste quelques illustrations pour rappeler aussi que la problématique est réelle, et puis quelques éléments, mais tout ça a déjà été discuté, sachant qu'il y a là aussi aujourd'hui toute une réflexion sur les incitations, la concertation, l'installation, etc., des différents professionnels de santé qui peuvent être prises par les pouvoirs publics. Alors, ça, ce sont les difficultés actuelles. L'avenir. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, il y a des pistes qui sont étudiées aujourd'hui et notamment des pistes qu'on appelle la responsabilisation du patient, être un patient, un usager davantage vertueux pour assurer un meilleur équilibre du système. Bien. Alors, là encore, une petite illustration, mais surtout, qu'est-ce que c'est la responsabilisation? L'idée ici, c'est de dire, eh bien voilà, nous sommes tous et toutes des citoyens sanitaires. Est-ce qu'on peut nous demander d'adopter un comportement vertueux, de bien nous prendre en charge, d'utiliser raisonnablement le système pour concilier une bonne égalité d'accès aux soins et un équilibre financier de la sécurité sociale? Même si on va en reparler juste après, cette question d'équilibre, elle peut aussi être largement discutée. Donc, l'idée, c'est de dire, bien voilà, l'usager, on doit lui faire prendre conscience que, il doit utiliser ses droits avec discernement, de manière raisonnable, en mettant en place un certain nombre d'incitations à agir ou d'incitations de levier d'action. Alors, on sait qu'il y a des incitations financières, passer par le médecin traitant, passer par un parcours coordonné de soins. On a aussi bien évidemment la discussion sur les franchises médicales, dont vous savez qu'il y a une réforme en cours qui devrait conduire à une augmentation importante de ces franchises. Est-ce que ça fonctionne? C'est une large question. On a aussi tout un mouvement très intéressant d'éducation thérapeutique qui va viser, on le dit souvent, à permettre à la personne atteinte d'une maladie chronique de mieux prendre en charge son capital santé. Mais capital santé, ça peut aussi avoir un revers. Ça veut dire je dois bien gérer mon capital. Oui, pour l'amélioration de la santé, mais aussi pour la maîtrise des dépenses. Et là, il peut aussi y avoir un certain nombre de risques de dérives. Alors, ces dérives, qu'est-ce qu'elles peuvent être? Est-ce que ce ne serait pas une remise en cause de la solidarité et du coup une accentuation des inégalités d'accès aux soins? Oui, c'est un mouvement vertueux. On veut rendre le patient autonome, au centre des décisions, etc. Bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit revers de la médaille, un danger peut-être, hein, entre cette accentuation de son autonomie, mais aussi faire peser sur lui hein, une responsabilisation de plus en plus forte qui viendrait mettre à mal l'égalité d'accès aux soins?
Alors, cette responsabilisation, oui, pour participer davantage aux décisions collectives ou individuelles, hein, on en reparlera avec le représentant des usagers, mais paradoxalement, ça peut aussi être un risque qui interroge ce qu'on appelle la justice distributive en matière de prise en charge sociale ou risque maladie. Est-ce que tous les individus sont pris comme tels, quelle que soit leur situation, et peuvent accéder aux soins, ou est-ce qu'on va introduire des différences dans la situation pour pouvoir accéder aux soins? Et donc, il y a quand même un risque de dérive, avec notamment des normalisations de comportement, des possibilités de sélection des patients. On va sélectionner les patients les plus vertueux et qui me semble dangereux pour le principe de solidarité de notre système. Alors, en guise de conclusion, et pardon pour ce survol assez rapide, hein, il y aurait plein de choses à approfondir, mais euh, le droit me semble un instrument essentiel dans le domaine de l'accès aux soins pour lutter contre les inégalités. Parce que si on n'a déjà pas les principes fondamentaux qui disent qu'il faut essayer d'assurer au maximum l'égalité et la non-discrimination dans l'accès aux soins, rien ne peut être mis en œuvre derrière. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a une réalité dans des exigences, alors réelles, supposées, fondées ou non, ça c'est une autre interrogation qui est davantage politique, hein, de rentabilité, d'efficience du système de santé, qui vont pousser à remettre en cause le principe de solidarité et le principe de non-discrimination dans l'accès aux soins. Et il me semble important, pour un meilleur respect de ce principe d'égalité d'accès aux soins, eh bien, de mettre en œuvre des réelles mesures qui permettront de lutter contre ces inégalités socio-économiques et territoriales de santé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je laisse la parole aux prochains intervenants. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre éclairage. Eh bien, comme vous avez parlé de la responsabilisation du patient, j'ai envie de me tourner vers Mireille Kerlan, en tant que représentante d'usagers, pour avoir son point de vue. Je partage mon écran. Bonjour, merci de m'accueillir. Est-ce que vous voyez Oui, mon... oui, 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 il est très bien, votre voilà. diapo. Donc, je me présente, je suis donc représentante des usagers. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est qu'un représentant des usagers parce que malheureusement, c'est encore assez mal connu. Et donc, un petit peu répondre d'ailleurs à certaines choses qu'ont proposées Marion Girard. Et puis, donc, dire un petit peu la position en tant que représentant des usagers. Je fais partie de France Assos Santé. Et donc, quelle est la position de France Assos Santé sur la question de l'accès aux soins? Alors, j'ai mis la démocratie en santé parce que les représentants des usagers font partie de ce mouvement de démocratie en santé qui est très important, qui a pris des racines déjà de façon, enfin historiquement, on le ancre assez loin, dans le fait que des patients se prenaient en charge déjà, avaient les toutes premières associations, ce sont les associations d'alcooliques anonymes dans les années 30 aux États-Unis. Bon, et puis on va sauter pas mal d'étapes. Et la crise du VIH, du sida, a donné naissance à de gros mouvements de partage de connaissances et de savoir, de pratiques entre les patients et le monde les soignants. Et puis, pour revenir à notre pays, à la France, le mouvement a déjà, enfin, la première chose qu'on peut dire, peut-être que je remonte à 1996, où les associations ont eu un statut de partenaire de l'action sanitaire. Ça, c'est une première déjà un petit peu officielle. Puis ensuite, il y a eu des états généraux de la santé avec, à l'époque, ça s'appelait le CISS, c'est-à-dire le collectif interassociatif sur la santé. Et donc, c'est comme ça que s'est construit la loi 2002. C'est pour ça que c'est aussi, je suis tout à fait d'accord, c'est une loi extrêmement importante qui s'est construite avec la concertation de différents univers, l'univers des soignants, l'univers des politiques et l'univers des usagers, pour donner naissance à cette loi de 2002, dont une partie est sur les droits des patients et aussi la représentation des usagers par rapport dans le système de santé. Donc, les représentants des usagers, eh bien, c'est un petit peu tout le monde, puisque ce sont les patients en premier, bien entendu, mais on peut devenir patient, on peut être amené à être patient, malheureusement, et c'est aussi toutes les personnes qui sont, par exemple, ce qu'on appelle les aidants. Donc, en fait, vous voyez que ça concerne énormément de personnes. Donc, les représentants des usagers, depuis la loi Kouchner, font partie, enfin, sont
ont des représentations un petit peu dans toutes les strates de, oui, j'avais oublié ma diapositive pour expliquer les définitions de la démocratie sanitaire, qui a donc effectivement qui associe l'ensemble des acteurs au système de santé, ce qui est le cas actuellement. Le représentant des usagers, donc, c'est le porte-parole de tous les usagers et il s'engage pour la santé de tous. C'est une définition de France Assos. Le représentant agit principalement pour garantir le respect et la promotion des droits des malades, des usagers du système de santé et contribuer à l'amélioration qualitative du système de santé. Donc, il est présent un petit peu dans tous les, à la fois au plan national, par exemple à l'HAS, la Haute Autorité de Santé, mais aussi à la Conférence nationale de solidarité. Il est présent, les représentants des usagers sont présents aussi sur le plan plus local, à la CRSA par exemple, dans les hôpitaux, dans toutes les institutions de santé, et puis peut-être à un niveau beaucoup plus local, beaucoup plus territorial, dans l'hôpital de votre secteur. Voilà. Alors, il y a aussi maintenant les CPTS, les communautés professionnelles de territoire de santé, où les représentants des usagers ne sont pas inclus de façon tout à fait officielle, mais la plupart des CPTS maintenant en incluent. Et c'est mon cas, par exemple, je suis représentante des usagers dans une grosse association qui s'appelle dans la région la HBFC, l'association Bourgogne-Franche-Comté, enfin, qui est autour de la psychiatrie. Je suis représentante des usagers dans la CPTS de mon secteur, le bassin vésulien, et je suis représentante des usagers aussi au comité de protection des personnes. Donc, notre action, c'est à la fois de défendre effectivement les droits des patients et des usagers, donc éventuellement même de recueillir des plaintes, mais aussi de participer à l'élaboration de ce système de santé et de faire des propositions. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des représentants des usagers. Donc, la France Assos regroupe à peu près 83 associations. On est nommé par l'ARS lorsque nous sommes, sauf comme je vous l'expliquais dans les CPTS, mais nous sommes nommés par l'ARS et nous avons donc un droit de représentation. Alors, France Assos, pour revenir à l'accès aux soins, je reprends un petit peu, c'est ce qui s'est fait au niveau déjà, même déjà précédemment. euh, France Assos avait fait des propositions au moment de la campagne électorale et a renouvelé, fait d'autres propositions, propose aussi des documents, hein, toutes sortes de documents. Vous pouvez tout à fait aller sur le site de France Assos. Il y a tout ce qui concerne les droits des patients, mais aussi des fiches pratiques pour mieux connaître un petit peu tout ce qui existe et tout ce qui est possible. Et pour revenir à France Assos, il y a eu un document en octobre 2023 qui parle du PLFSS 2024 et donc je reviens sur cette histoire de la responsabilisation des patients. Souvent, on dit effectivement, il faut responsabiliser les patients. Mais il y a une autre façon de voir les choses, c'est que en fait, les patients sont souvent responsables et souvent même connaissent très bien d'abord leur maladie, leurs difficultés, et souvent sont aussi conscients comment dire, de ce que ça implique financièrement et pour cause, puisque souvent maintenant il y a un reste à charge. En particulier, il faut savoir qu'il y a quand même une part des soins qui ne sont pas remboursés, une part de- d'action, enfin, par exemple, je prends l'exemple de l'activité physique qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale et du coup est à la charge alors qu'on donne des préconisations de faire une activité physique, mais elle n'est pas prise en charge. Donc, il y a aussi donc, toutes les inégalités territoriales, hein. Trouver un médecin, ce n'est pas évident. Il y a, il y a aussi les dépassements d'honoraires qui se multiplient lorsque vous allez chez les spécialistes. Il n'y a rien de dit non plus sur le plafond de la complémentaire santé solidaire, hein, et donc qui joue aussi sur le fait qu'il reste des difficultés pour certaines personnes. Et donc, effectivement, France Assos s'est un petit peu érigé contre ce fameux projet de financement de la sécurité sociale. Alors, les difficultés d'accès aux soins, c'est en particulier trouver un médecin traitant, trouver des spécialistes, trouver d'autres professionnels de santé aussi, ça devient assez difficile dans certains territoires, il y a une grande inégalité. Les dépassements donc, qui sont impactants énormément pour les patients,
les franchises, les forfaits, etc., les produits non remboursés. Et puis donc aussi toutes les questions des personnes précaires, hein, qui n'ont pas accès ou qui renoncent. Et c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'il y a des gens qui pourraient peut-être bénéficier de prise en compte, de prise en charge par la sécurité sociale ou par le système d'un certain nombre de soins, mais qui n'ont pas du tout, qui sont un peu en dehors de cela et qui finalement renoncent aux soins. Et ça, on remarque de plus en plus de renoncements aux soins. Donc, ça, c'est un gros problème parce que c'est aussi un problème de santé publique. Donc, il existe des solutions et en particulier, donc, au lieu de penser le patient comme quelqu'un de, entre guillemets, un petit peu infantile, qui ne saurait pas gérer ses propres soins, en fait, il y a des notions qui viennent en particulier, qui commencent à exister en France. Ce sont les notions de partenariat patient, de notions de partenariat de soins, qui sont beaucoup développées au Québec, dans d'autres pays aussi, qui commencent à être développées en France, et donc où l'on voit que le patient, de toute façon, c'est mieux quelquefois expliquer certaines choses, peut repérer, hein, il y a on le repère, on peut penser à des petits événements ou des gros événements qui se passent, et en fait, si on avait écouté un petit peu plus la parole du patient, on aurait pris conscience qu'il était capable, il avait donné quand même des éléments. En fait, il faut travailler tous ensemble. Et donc, dans cette notion de partenariat, alors ce sont des exemples que je connais puisque dans une autre vie, j'étais aussi soignante en orthophonie. Et les collègues qui travaillent en partenariat patient montrent qu'il y a beaucoup moins d'incivilité, beaucoup moins d'absentéisme et des soins beaucoup plus cadrés dans le temps, par exemple, où tout le monde est satisfait. Hein. C'est pas, on n'arrête pas le soin parce que le soignant estime que c'est normal de s'arrêter. C'est en codécision vraiment avec le patient. Et du coup, tout le monde est content, mais aussi, on rend aussi le patient beaucoup plus autonome dans ses soins. C'est la question aussi, ça c'est une question très importante, c'est la question d'autonomie. Voilà, et ce sont tous les acteurs. Quand je parle du patient, je parle bien sûr des aidants, et c'est en travaillant en concertation, en codécision, oui, en codécision en particulier, que l'on peut peut-être modifier. Donc, sur cet accès aux soins, c'est un des aspects. Et puis, je vais citer aussi quelque chose qui se fait alors dans mon secteur géographique, c'est-à-dire dans la CPTS où je suis, mais qui existe aussi ailleurs, c'est effectivement aller au-devant des populations les plus précaires, c'est-à-dire essayer d'amener par différents moyens, par exemple, ça peut être dans certaines régions, je sais que ça se fait, ce sont des cas, ce sont aussi des consultations, des maisons partagées où les médecins volontaires vont partager des consultations. Il y a une maison qui vient de s'installer dans le secteur Haute-Saône, dans un village où les médecins ont déserté malheureusement, enfin sont partis en retraite et du coup il n'y a plus de médecins, et où on a un lieu de consultation où les gens, donc les patients peuvent avoir un médecin traitant et peuvent consulter un médecin sans aller faire des kilomètres et sans avoir ce renoncement. Dans la CPTS, il y a aussi une secrétaire qui permet aux patients de pouvoir trouver plus facilement un médecin traitant ou un autre professionnel de santé. Et puis la dernière chose qu'ils ont faite aussi, c'est une maison, un service d'accès aux soins qui permet donc de ne pas forcément aller systématiquement aux urgences et encombrer les urgences parce que ça ne relève pas forcément de l'urgence, mais donc qui permet quand même aux personnes d'aller en dehors des heures de consultation du cabinet voisin, de pouvoir accéder quand même à une consultation médicale. Ce que permettra aussi peut-être, si elle est bien encadrée et si elle est bien faite, par exemple, la téléconsultation. Voilà, donc vous voyez que les usagers ont une certaine dynamique et essaient de travailler en concertation pour effectivement relève à la fois d'un côté les difficultés d'accès aux soins diverses, variées, mais aussi veulent bien participer, donc effectivement sont des gens responsables. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kerlan. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Da Silva en tant qu'économiste de la santé. Alors, peut-être s'il veut répondre sur la responsabilisation du patient, mais également par rapport aux propos de Madame Girard sur les exigences de rentabilité et d'efficience du système de santé. Est-ce qu'il pourrait nous en dire plus? Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tout le monde.
Euh, je pourrais parler de la responsabilisation du patient, bien entendu, mais je pense que ce qui serait assez significatif, ce serait de se poser la question autrement. C'est pourquoi on se pose tout le temps la question, pourquoi dans le débat public, la question est toujours posée de la responsabilisation du patient. Pourquoi le responsable et d'une certaine manière le coupable, c'est toujours le patient. Et on ne s'interroge pas sur d'autres mécaniques très importantes du système de santé, et c'est peut-être sur celle-là que je voudrais m'attarder. Bien entendu, on pourra revenir sur d'autres dimensions euh, ensuite. Alors, je vais vous projeter mon PowerPoint si j'y arrive, hein. Partager, voilà, comme ça. C'est très Est-ce que lisible. on y est? Oui, oui. Super. Parce que, enfin, ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est vraiment une réflexion sur la question de l'accès aux soins et comment est-ce qu'on peut éventuellement réguler l'accès aux soins, mais toujours implicitement avec cette idée très forte qui vraiment domine tout le débat public, mais aussi le débat académique, que la Sécu, c'est super bien, mais il n'y a plus de sous. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le trou de la Sécu, ou bien on pourrait le dire autrement, on pourrait dire que les dépenses de santé sont trop importantes et il faut absolument les maîtriser, parce que pour les pouvoirs publics, la responsabilisation, c'est aussi de ne pas avoir des budgets en déficit. Et donc on accepte collectivement cette contrainte qu'on ne discute jamais. Alors que si on discutait de cette contrainte, ben peut-être qu'on se rendrait compte que la question de la franchise médicale, ça peut être un gros problème pour les patients qui doivent la payer, mais finalement, au niveau de la sécurité sociale dans son ensemble, c'est un enjeu qui est assez mineur. Et faire quelques pas de recul, monter en généralité, ça peut permettre de se poser les questions autrement, et c'est ce que je vais essayer de faire. Et je vais essayer de le faire en étant tout de suite assez direct, hein, vous me pardonnerez, hein, en disant une chose que j'espère vous pourrez retenir, éventuellement pour le contester, bien entendu. En fait, le trou de la Sécu, ça n'existe pas. Et au contraire, la sécurité sociale est une institution financière qui, d'un point de vue financier, est en excellente santé. Et alors évidemment, quand on dit ça, on a envie de poser les problèmes, tous les problèmes, complètement autrement, hein. Mais bon, pour ça, il faut que je vous convainque, et ça va être difficile de vous convaincre parce que les mots, les chiffres sont en ordre de bataille toute la journée, à la télé, à la radio, dans les débats publics, pour nous convaincre et pour nous expliquer que la Sécu, ça coûte super cher. La preuve. Et la preuve, c'est ce graphique. Le graphique, probablement qu'on ne le voit pas souvent, hein, mais en tout cas, on en entend beaucoup parler. Parce que ce graphique, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le déficit du régime général de la sécurité sociale. Et quand on regarde ce graphique, on se dit, mais ce monsieur Da Silva que vous nous avez trouvé est complètement fou. Il nous dit qu'il n'y a pas de trou de la Sécu. Et là, chaque année depuis 2008, on pourrait revenir en arrière, chaque année depuis 2008, eh bien, ce solde du régime général de la sécurité sociale est négatif. C'est-à-dire qu'on perd des sous tous les ans. Donc là, si on prend 2008, moins 10 milliards, 2009, moins 25 milliards, on vient en 2020, on arrive tout en bas, moins 40 milliards, c'est un record d'euros, hein, et on se dit, mais effectivement, il y a des déficits et il faut se serrer la ceinture. Alors, euh, ce graphique est réel. Le solde est vraiment négatif. Néanmoins, il faut être capable de le remettre dans un contexte plus général de ce qu'est la sécurité sociale. Et là, je vous donne un autre document très officiel qui est la première page, pardon, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, pour cette année. Donc ça, c'est le document qui a été voté, enfin, qui n'a pas été voté, qui est passé en 49.3 sous le gouvernement d'Elisabeth Borne il y a quelques semaines. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce document? On voit que les recettes de la sécurité sociale, elles sont, que ce soit en 2023 ou en 2024, supérieures aux dépenses. Et ça, c'est très étonnant. Et donc ça doit nous amener à nous poser la question, mais de quels chiffres on parle tout le temps et comment est-ce qu'on organise la discussion autour de ces chiffres pour nous convaincre qu'il y a un problème dramatique avec la sécurité sociale. Et donc j'insiste bien là-dessus. Ce document, c'est le document qui est la loi de financement de la sécurité sociale et qui montre qu'en fait on est en excédent cette année. La Sécu est en excédent. Et l'année dernière aussi.
Alors, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place une rationalité entre ces deux chiffres? Ce que je vais essayer de raconter, c'est présenté dans un bouquin qui est absolument génial de Julien Duval qui s'appelle Le mythe du trou de la Sécu, et j'en parle un peu dans un autre bouquin qui s'appelle La bataille de la Sécu. Et donc, je voudrais vous donner 3 arguments pour expliquer à quel point, finalement, il y a une dimension conventionnelle à ce qu'on appelle le trou de la sécurité sociale. Conventionnelle au sens où c'est une manière de voir les comptes de la santé, c'est une manière de comprendre ce qui se passe avec notre système de santé, mais il y en aurait d'autres. Et d'autres qui, disant autre chose, appelleraient à d'autres politiques publiques. Et donc, je voudrais essayer de discuter de 3 arguments qui permettent de contester l'idée qu'il y a un trou de la Sécu. Ou en tout cas, contester l'idée que c'est quelque chose de tellement grave qu'on ne peut que mettre en place des politiques publiques qui sont des politiques publiques restrictives, de responsabilisation, de recul des droits, etc., etc. Donc, on peut le contester. Et je vous donne 3 arguments. Le premier, c'est un argument qui est plutôt historique. Simplement, je vais essayer de vous expliquer que finalement, la sécurité sociale, quand elle a été inventée, elle n'a pas été inventée parce qu'il y avait beaucoup de sous et on a pu se la payer. Elle a été inventée pour des raisons politiques. Et ça, c'est le détour par l'histoire. Si on avait fait un calcul coût-bénéfice en 1945, on n'aurait jamais fait la Sécu. Deuxième argument, c'est la question de savoir, mais d'où viennent ces déficits? Est-ce que c'est le patient irresponsable, l'abuseur d'arrêt de travail, le fraudeur à la CMU ou à la Puma désormais, qui est la cause de tous ces déficits du régime général? Eh bien, pas du tout. En fait, les déficits, ils sont liés surtout à une raison qui est très claire, c'est les crises du capitalisme, les crises économiques, si vous voulez, et les réponses qui sont apportées à ces crises. Ça aussi, je vais essayer de le développer juste ensuite. Ensuite, troisième argument, toujours pour démontrer que le trou de la Sécu, c'est quand même une façon de poser le débat qui est très étrange, ou en tout cas biaisée. La sécurité sociale, elle est en pleine forme financière. Vraiment en pleine forme. Et je l'ai déjà un petit peu montré en montant qu'elle était en excédent, mais en plus, on pourra dire qu'elle est en pleine forme malgré les mauvais coups qui lui sont apportés, notamment la financiarisation. Parce que si on parle aujourd'hui beaucoup de financiarisation, ce qu'on sait moins, c'est que même la sécurité sociale est financiarisée et elle rapporte beaucoup à des acteurs financier. Alors, premier point, il y a beaucoup de diapos, mais surtout, vous allez voir quelques photos, donc ça ira vite et je resterai dans mon temps, j'en doute pas. Premier temps, sur l'argument historique. On nous dit, ah, aujourd'hui, on n'a plus de sous pour la Sécu, alors forcément, il faut faire des économies. Exemple, c'est franchise médicale. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Ok. Mais en fait, si on prend du recul et on s'interroge quelques instants, est-ce que c'est pas paradoxal? Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi riche. Jamais été aussi riche d'un point de vue du PIB, mais on peut prendre d'autres indicateurs. Nos économies n'ont jamais été aussi productives. Ça pose plein de problèmes, on pourrait y revenir. Mais elles n'ont jamais été aussi productives. Et on nous dit qu'on n'a pas de sous. Alors que la sécurité sociale, si on retient une des grandes dates que tout le monde connaît, c'est 1945. Est-ce que 1945, c'est un moment de richesse? Pas du tout. Au contraire, c'est un moment de grand appauvrissement. On sort d'une guerre qui a été destructrice. Destructrice en termes de matériel, mais bien sûr en termes humains. Et pourtant, on est plus pauvre. Et on fait la Sécu. C'est bien que l'un des enjeux de la sécurité sociale, ce n'est pas d'abord un enjeu économique, c'est un enjeu politique. De quel monde on veut construire en commun? Donc ce paradoxe, il faut vraiment l'avoir en tête. Parce que quand on construit la Sécu, on les avait pas les sous. Pas plus en 45 qu'en 39 quand on rentre de la guerre. En France, en 45, les gens mangent avec des tickets de rationnement jusqu'à 49. Il y a des destructions massives et pourtant c'est à ce moment-là qu'on le fait. Donc la sécurité sociale, c'est avant tout une institution du conflit. C'est pas une institution de grand consensus national. C'est pas une institution dont un jour on s'est dit ah bah oui il faut la faire parce que ce qu'on a souvent en tête c'est que cette période des années 40, enfin surtout de l'après-guerre, c'est une période où on s'est dit bon bah maintenant on arrête les bêtises, on va le faire tous ensemble, on va faire la sécurité sociale, on va faire quelques nationalisations, on va faire des choses qui paraissent désormais évidentes. En fait ça c'est pas du tout de l'ordre de l'argumentation, c'est pas du tout de l'ordre, c'est pas des choses qui se sont passées par des accords paisibles. Si ça vient après la guerre, c'est pas parce qu'après la guerre on peut et avant on ne pouvait pas, c'est parce que la conflictualité sociale et bien entendu guerrière ont rendu possible ce qui autrefois était politiquement impossible, pas économiquement.
Et ce qu'on peut se dire, et je peux donner quelques exemples, hein, c'est que cette grande idée de grand consensus sur la sécurité sociale jusqu'à les années 70-80 avec le tournant néolibéral, avec les années Margaret Thatcher, Ronald Reagan, ça marche pas bien. Regardez, là, je vous ai mis des coupures de presse du Figaro. On est le 10 février 1948. La sécurité sociale, un monstre à 5 pattes qui allaite et dévore ses enfants. Je pourrais revenir, hein, sur ce que dit cette coupure, mais une autre. Un an de sécurité sociale, 10 février 48, un an de sécurité sociale. Le pain des vieillards va servir à défrayer les grippés et les enrhumés. C'est pas d'aujourd'hui qu'on nous dit que les patients sont irresponsables, qu'ils abusent. C'est une thématique qui est aussi vieille que l'institution. Euh, un an de sécurité sociale, faut-il supprimer les petits risques? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais durant la campagne de 2017, François Fillon avait axé sa campagne là-dessus. Supprimons les petits risques. Et on s'est dit, dans le débat public, il y avait cette idée, oui, c'est peut-être une idée moderne. Pas du tout. Les critiques de l'institution sont aussi vieilles que l'institution. Aussi celle du trou de la Sécu, bien entendu, hein, puisque cette campagne de presse, elle se fonde aussi énormément sur la critique des milliards que fait valser la Sécu. Et dès 1949, là on est passé un an plus tard, 11 juillet 49, toujours le Figaro, il y aurait d'autres journaux, hein, mais je donne cela pour illustration, c'est un symbole parmi d'autres. L'Assemblée nationale aborde le débat de la sécurité sociale. Et on a M. Paul Reynaud, qui est un député fameux. Il faut alléger les dépenses de cette organisation géante et mettre fin aux abus. Donc on voit comment la Sécu, c'est pas du tout une institution qui est une institution du grand consensus. C'est une institution qui a du conflit social. Et le regard qu'on porte sur cette institution, elle dépend de la conflictualité sociale. Euh, et dès ce débat que j'ai essayé d'analyser un peu, que plein d'historiens ont essayé d'analyser, on trouve une matrice critique de la sécurité sociale qui est extrêmement développée, avec des problèmes. Vous l'avez vu un petit peu avec les annonces du Figaro, mais il se dit la même chose dans l'Assemblée. Le problème, c'est quoi? C'est les fraudeurs, c'est les abus des assurés, que ce soit sur la santé ou les allocations familiales, c'est le vieillissement de la population. Il y a déjà des critiques sur le vieillissement de la population, sur le fait que ce vieillissement aurait pour conséquence de conduire à des déficits monstrueux, alors qu'en réalité, à cette époque-là, la retraite est à 65 ans. L'espérance de vie est en deçà. Et on veut déjà dire aux gens qu'ils vont travailler plus. L'inefficacité de l'État, l'inefficacité de la sécurité sociale, la bureaucratie, la crise économique, la concurrence internationale. On nous abreuve de discours aujourd'hui sur oui, mais la mondialisation a tout changé. Il ne s'agit pas de dire qu'elle n'a rien changé, mais cet argument, il est très ancien. Et il est très ancien, ça signifie quoi? Ça signifie que on avait ça déjà dans les argumentations critiques de l'institution, et pourtant on a su y répondre. On a su faire en sorte que la sécurité sociale se déploie, se développe, sur son angle santé, bien entendu, mais aussi famille, retraite, etc. Et déjà des solutions. Les solutions, c'est le renforcement du contrôle. On va contrôler les patients, on va contrôler les médecins, on va contrôler tous les acteurs du système de santé. Le déremboursement du petit risque, j'en ai parlé, la réduction des cotisations, le transfert de la Sécu à ce qu'on n'appelle pas encore les complémentaires, mais plutôt la mutualité, parce qu'il y a pas le système n'est pas encore tout à fait comme le nôtre aujourd'hui. Alors, j'ai pris quelques citations, mais simplement pour vous mettre dans l'ambiance. Citations de députés qui pourraient être celles de députés aujourd'hui. Et pourtant, on est en 49. Ce sont les complaisances de certains médecins, les accommodements de certains pharmaciens. C'est la feuille de soins, la carte vitale, qui est signée plusieurs fois au lieu d'une. C'est la mère d'un assuré à qui l'on ouvre un dossier en la faisant passer pour la conjointe. Ce sont aussi la multiplication des dossiers à l'approche des vacances ou au moment des grèves, avec l'absentéisme qui en résulte et les incidences néfastes sur la production. Ce sont les demandes de cure pour passer des vacances à peu de frais, les abus auxquels donnent lieu de simples rhumes. Donc, critique extrêmement forte. Aujourd'hui, si on voulait prendre un cadre théorique chez les économistes, c'est la critique de l'aléa moral qui est aujourd'hui très, très développée et qui justifie les franchises médicales, tout ce genre de choses. Sur la concurrence internationale, parce qu'il faut voir à quel point la critique de l'institution, elle est permanente. La nouveauté, elle est très relative. Si l'Union européenne, 1949, si l'Union européenne devenait une réalité, et si les barrières douanières tombaient, comment pourrions-nous aligner nos prix sur ceux de la concurrence étrangère alors que les charges sociales chez nos voisins sont inférieures aux nôtres? Paul Reynaud, le même de tout à l'heure. Sur le marché international, il ne suffit pas de se contempler, il faut se comparer. Comment faire face à des ouvriers, je cite, des ouvriers qui continuent à se nourrir d'un bol de riz comme leurs ancêtres?
Donc on voit bien à quel point l'argumentation critique de la Sécu, elle est aussi vieille que l'institution, et pourtant, qu'est-ce qui se passe? La Sécu persiste, et non seulement elle persiste, elle continue à exister, mais elle va se déployer. Pourquoi elle va continuer à se déployer? Parce qu'il y a d'autres arguments qui permettent de justifier le déploiement de la sécurité sociale, d'augmenter les cotisations, mais aussi parce qu'il y a un rapport de force qui permet de faire ça. Et donc, si on monte en généralité, on peut très bien dire qu'un besoin de financement de la sécurité sociale, que ce soit en 49 ou aujourd'hui, s'il existe, peut être tout à fait compréhensible. Il y a des dépenses qui sont supérieures aux recettes. Plutôt que de regarder toujours sur le côté, on va réduire les dépenses, on peut aussi imaginer d'augmenter les recettes pour augmenter l'accès aux droits. Et c'est la dynamique qui existe en France jusque, disons, dans les années 80. Deuxième argument, les déficits ne sont pas liés à une mauvaise gestion, parce que tout le temps on dit oui, c'est une mauvaise gestion qui conduit à ce que la sécurité sociale fonctionne pas bien. C'est pour ça qu'on va plutôt transférer aux complémentaires qui sont soi-disant plus efficaces, parce que le privé, vous savez, c'est mieux. Mais en fait, c'est pas ça qui cause les déficits de la sécu. Et ça, on peut le repérer assez facilement. Je vais vous montrer, mais plutôt les crises économiques, les crises du capitalisme et les réponses qui y sont apportées. Alors, le résultat, le solde de la sécu, c'est les recettes et les dépenses. Quelque chose qui est absolument essentiel à comprendre, c'est que la sécurité sociale, c'est une institution contracyclique. Ça veut dire que sa santé financière, elle va contre le cycle économique. C'est-à-dire qu'elle va contrer le cycle économique. Lorsqu'il y a de la croissance, lorsque l'économie se porte plutôt bien, en fait, il y a tout simplement plus de recettes, parce qu'il y a plus de cotisations, plus de CSG, etc. etc. Et donc, si l'économie va bien, la Sécu va bien. À l'inverse, quand il y a une crise économique, eh bien forcément, il y a plus de chômage, il y a moins de rentrée d'argent parce qu'il y a moins de cotisations, moins de CSG, etc., etc. Et la Sécu va moins bien. Et elle va d'autant moins bien qu'il y a aussi une dimension dépenses. Et quand la situation économique n'est pas très bonne, les prestations sociales ont tendance à augmenter. Donc, sécurité sociale, une institution contracyclique. Et ce n'est pas un problème de gestion, en fait. C'est tout à fait dans le fonctionnement normal de la sécurité sociale. Et donc, on peut reprendre ce graphique du début. Et en fait, on peut le regarder. Et on peut se poser la question, par exemple, en prenant une année qui est, les 2 premières années, 2008-2009. Entre 2008 et 2009, je ne sais pas si vous voyez le pointeur de la souris, mais c'est les 2 premières colonnes, disons. Entre 2008 et 2009, le déficit du régime général plus que double. On passe de moins 10 milliards à moins 25 milliards. Question, est-ce que les patients ont plus abusé du système de santé? Est-ce qu'ils ont plus fraudé à la CMU? Est-ce que, comme c'est les soldes de la sécurité sociale en général, il y a aussi les retraites? Est-ce qu'entre 2008 et 2009, il y a eu une horde de retraités qui ont commencé à toucher leurs droits parce qu'ils sont passés à la retraite? Pas du tout. C'est pas du tout un effet dépense, c'est pas du tout un effet mauvaise gestion. Qu'est-ce qui se passe en 2008? Il y a la crise qui nous vient des États-Unis, qui est la crise qu'on a appelée la crise des subprimes. Cette crise, elle a donné lieu à une crise qui a été une crise mondiale, qui a conduit à beaucoup de chômage, beaucoup de difficultés économiques. Et donc le doublement du déficit de la Sécu, c'est avant tout la crise économique qui est celle qu'on a appelée la crise des subprimes. Pas du tout, parce que les patients ont été tout d'un coup dévergondés parce il pleuvait sur eux de nombreux droits auxquels ils abusaient. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après, c'est que vous vous en rappelez peut-être, à partir de 2010, le gouvernement a décidé qu'il fallait payer la dette. Et donc, parce qu'il fallait payer la dette qui avait été contractée à cause d'une crise économique qui vient du monde de la finance, les subprimes, eh bien, il a fallu réduire l'accès aux droits, donc faire des politiques d'austérité très fortes. Et le recul tranquille du déficit de la sécurité sociale vient en partie d'une reprise de l'activité et en partie de la maîtrise de ce qu'on a appelé, par exemple pour la santé, l'ONDAM. Donc plein d'efforts, plein d'efforts, plein d'efforts. Et en 2019, le gouvernement très content, 2018 très content, le déficit est presque résorbé. Bientôt, on sera, on sera en positif. Patatras, 2020. Déficit astronomique. Pourquoi? Est-ce que les gens ont été plus malades? Est-ce qu'ils ont été plus fraudeurs, etc., etc.? Bien évidemment, tout le monde a bien compris que non. Ce qui s'est passé, c'est le confinement. Le confinement qui a impliqué 2 choses. On arrête l'économie pendant un temps donné. Donc, si on arrête l'économie, il n'y a plus de cotisation, il n'y a plus de CSG. C'est encore plus important que lors de la crise précédente. Donc plus de rentrée, mais en plus cette fois-ci c'était une crise sanitaire, donc les dépenses de santé ont augmenté d'autant plus. Et donc là on a eu un déficit vraiment astronomique qui très vite s'est résorbé. Et pourquoi il s'est résorbé? Parce que tout simplement l'activité a repris. Et donc
poser sur les acteurs du système de santé une responsabilité qui est massivement celle du cycle économique, c'est probablement une erreur, ou en tout cas quelque chose que l'on peut contester. Et en fait, tout ça, est-ce que c'est un problème? En fait, c'est pas un problème, c'est une super nouvelle. En tout cas, on peut défendre cette idée. Le fait que le déficit double entre 2008 et 2009, super nouvelle. Le fait qu'on explose le déficit en 2020, super nouvelle. Pourquoi? Parce que si la sécurité sociale n'aurait pas été là, qu'est-ce qui se serait passé? Ce qui se serait passé, c'est que la crise économique aurait été encore plus forte. Parce qu'il n'y aurait pas eu ce matelas, ce stabilisateur automatique, comme disent les économistes, qui permet aux gens de continuer à vivre alors que le cycle économique n'est pas bon. Dans un pays comme les États-Unis, ce qui se passe quand il y a une grande crise, c'est que la pauvreté est encore plus massive, et pour répondre à cette pauvreté plus massive, ils sont obligés de mettre en place des plans de relance, des plans économiques portés par l'État qui sont encore plus importants. Parce qu'il n'y a pas ces politiques sociales qui permettent à la vie de continuer malgré tout. En fait, la sécurité sociale, heureusement qu'elle est là. Et son rôle, c'est aussi d'être capable d'amoindrir les chocs économiques dans une économie capitaliste. Donc, d'où viennent les problèmes de financement de la Sécu? D'abord des crises économiques, puis après on met beaucoup de temps à les rembourser, mais aussi des réponses qui sont apportées à ces crises économiques. Euh, la réponse principale qui est apportée à ces crises économiques depuis des décennies, c'est la lutte contre le salaire. Lutte contre le salaire direct, l'argent qu'on touche net, mais aussi l'autre partie qui est la cotisation. Et alors tout un tas de politiques qui vont viser à ce qu'on appelle la modération salariale, à faire en sorte que les salaires augmentent moins vite que le reste de l'économie, et réduction des cotisations, notamment par les politiques d'exonération de cotisations sociales. Et en fait, tout ça, c'est extrêmement coûteux et pas efficace. C'est pas efficace parce que ça crée pas d'emplois, et c'est pas efficace parce qu'en plus, ça enlève des sous à la Sécu, et à la santé en particulier. Je donne juste un exemple, parce qu'il y a plein de politiques de ce type-là. Le CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, il a été créé par François Hollande, puis il a été pérennisé par Emmanuel Macron. Donc c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, sauf que c'est le régime normal. C'est un régime d'exonération de cotisation. Et il y a eu plein d'économistes là-dessus. La logique, vous la connaissez, c'est l'idée de dire que s'il y a du chômage en France, c'est parce que les entreprises ne peuvent pas embaucher. Si elles ne peuvent pas embaucher, c'est parce que le coût du travail, le salaire, est trop élevé. Et donc l'idée, c'est que si on baisse le salaire en baissant le niveau des cotisations, alors il va y avoir plus d'embauches. Et donc les économistes ont cherché à voir si ça avait ces effets-là. Et pas du tout. En réalité, ça a été un échec massif. Entre 2013 et 2017, le dispositif a coûté 100 milliards. Je donnerai des ordres de grandeur de ce que ça représente, 100 milliards. C'est-à-dire 100 milliards de cotisations qui étaient payées et qui ne sont plus payées par les entreprises. Et ça a permis la création entre 0, ça dépend des études, entre 0 et 100 000 emplois sur 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 100 000 euros par emploi créé ou sauvegardé. Encore une fois, ça dépend des études et combien on imagine que le nombre d'emplois a été euh, créé. Sauf que cet argent, ces 100 000 euros par emploi, ou ces 100 milliards d'euros, on aurait pu les utiliser pour faire autre chose de beaucoup plus productif. Si on considère que chaque emploi créé ou sauvegardé par le CICE, c'était 100 000 euros, avec 100 000 euros, on peut embaucher trois infirmières en début de carrière. Donc c'est bien un choix politique qui a conduit à ce que la Sécu, elle ait moins de ressources, ou en tout cas à ce que on utilise les ressources publiques pour les donner directement aux entreprises sans effet sur l'emploi, plutôt que pour faciliter le travail dans le système de santé. Alors, si, c'est ici. Donc, d'autres ordres de grandeur, hein, un deuxième ordre de grandeur sur ces 100 milliards, la dette hospitalière. Vous savez que les hôpitaux ont une dette qui est très importante, et c'est cette dette qui conduit la gestion hospitalière à être de plus en plus dure avec les patients, bien entendu, mais aussi avec les professionnels, on le sait. La dette hospitalière en France, c'est 30 milliards d'euros. Ça veut dire que en 2 ans de CICE, on aurait pu apurer la dette des hôpitaux. Et non, on a décidé de ne pas faire ça. Le Ségur de la santé, vous vous rappelez Emmanuel Macron, hôpital de campagne de Mulhouse, il dit un plan massif pour la Sécu, ce sera le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, c'est 13 milliards d'investissements sur 10 ans. C'est moins qu'une année de CICE. Donc quand on regarde les ordres de grandeur, évidemment, à côté, le doublement de la franchise médicale apparaît comme une politique qui est irresponsable, parce que on va augmenter le non-recours aux soins de la part des patients pour économiser à peine
quelques millions, quelques milliards d'euros, alors qu'on a des politiques massives qui détournent les financements de la Sécu vers d'autres endroits. Donc c'est un choix politique, et on peut se poser la question, bah, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en avant ces choix politiques-là, plutôt que toujours la responsabilité du patient qui serait un fraudeur. Troisième et dernier point, et, euh, et je m'arrête là, la sécurité sociale, elle est en pleine forme. Alors elle est en pleine forme, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce que déjà dans la loi, ce qu'on appelle les administrations de sécurité sociale, hein, c'est de la comptabilité publique, les administrations de sécurité sociale, c'est toutes les caisses de sécurité sociale, pas que le régime général. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une caisse, le régime général. Le régime général est souvent en déficit, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'on appelle la sécurité sociale, c'est d'autres caisses. Et quand on prend en compte toutes ces caisses, ben en fait, la Sécu, elle est en excédent. Et comment on explique ça? On explique ça principalement par une des caisses qui est une caisse de la sécurité sociale, celle qui s'appelle la CADES, Caisse d'amortissement de la dette sociale. Et en fait, cette caisse d'amortissement de la dette sociale, c'est quelque chose qui est relativement récent. Ça date du plan Juppé de 96. Cette caisse, son objectif, c'est de refinancer les déficits de la sécurité sociale. C'est-à-dire que auparavant, lorsqu'il y avait un déficit de la Sécu, on disait soit on augmente les cotisations, soit le Trésor, c'est-à-dire le Trésor public, c'est-à-dire la banque de l'État, si on veut, prête de l'argent à la Sécu le temps qu'elle se refasse une santé. À partir de ce moment-là, on dit non, si la Sécu est en déficit, elle doit payer son déficit et trouver ses financements toute seule. Comment vient un instrument nouveau qui s'appelle la CADES, Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui fait comment? Bah, qui va chercher des sous et qui propose de rémunérer avec un taux d'intérêt les gens qui veulent bien lui prêter de l'argent. Aujourd'hui, c'est ça le support de la financiarisation de la Sécu. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une dette importante, la dette importante de la sécurité sociale, elle est financiarisée. C'est-à-dire que la CADES, elle demande à des acteurs financiers de lui prêter des sous pour pouvoir payer l'endettement de la Sécu, pour pouvoir payer les factures, tout simplement. En échange, elle rembourse dans le temps, avec un taux d'intérêt, à ces acteurs financiers. Et en fait, ça, c'est une gabegie monstrueuse, monstrueuse. Je donne un exemple avec une citation du rapport du CADTM, Comité d'audit de la dette du tiers-monde. La CADES, je cite, la CADES, créée en 1996, a donc remboursé fin 2011 59 milliards d'euros de capital en versant 38,3 milliards d'euros d'intérêts. 59 milliards d'euros remboursés de ce qu'on devait, mais pour rembourser 59 milliards, on a donné 38 milliards d'euros d'intérêts. Donc, la rémunération de la finance. C'est ce qu'on appelle une affaire très rentable. Mais pour qui? Et après, on parlera de responsabilisation du patient. C'est étonnant, hein. Donc là, c'est un graphique. Bon, je vous passe ce graphique, hein, mais il s'est passé la même chose au moment de la pandémie. C'est-à-dire qu'au moment de la pandémie, comme on a vu, il y a eu des déficits très importants. Et le choix qui a été fait, ça n'a pas été de dire l'État est responsable de l'impréparation sanitaire, donc c'est à lui de payer les coûts supportés par la Sécu. Non, l'État a dit, non, ça va être la Sécu qui va payer. Et donc, comment elle va faire? Bah, on va transférer tout cet argent, tous ces déficits, on va les transférer à la CADES. Et alors, il y a un économiste qui s'appelle Michael Zemmour, qui avait évalué que le choix de faire porter la dette Covid à la Sécu plutôt qu'à l'État, c'est des comptes séparés, hein, dans l'administration enfin dans les comptes publics, bah, ça avait une différence très importante. Parce que lorsque c'est la Sécu qui paye, c'est 10 milliards d'euros le coût du financement. Lorsque c'est l'État qui paye, c'était 1 milliard. Cet écart de 9 milliards, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la Sécu qui doit le payer. Et pour trouver ces sous, comment on fait? Eh ben, on recule, on organise le recul de l'accès aux droits. On organise l'austérité dans le monde de la santé. Et donc ça, c'est bien des décisions politiques. Tout ça a l'air d'être très technique, mais ce sont des décisions politiques. Il y a bien quelqu'un, à un moment donné, qui a dit non, on va préférer un système de financement coûteux à un système de financement moins coûteux. Et c'est comme ça qu'on explique que la Sécu est en excellente santé financière, sauf que on lui donne du mal. Pourquoi et comment? Pourquoi on pourrait y réfléchir, mais surtout comment? Bah, notamment avec cette financiarisation. Et là, vous avez des comptes. Là, c'est ceux de 2019, parce que et si je regarde la colonne 2019, hein, le solde, c'est de plus 11 milliards. Pourquoi on tombe ensuite à un solde qui est négatif? Bah parce qu'il y a un remboursement de la dette à marche forcée qui est astronomique de 15,7 milliards. Donc le gouvernement pourrait décider, tout simplement, hein, en tout cas à cette époque-là, parce que là on est en période pré-confinement, aurait pu décider
tout simplement de rembourser dans de meilleures conditions la dette, non pas via la CADES, mais via des dispositifs publics moins chers. Et en décidant ça, qu'est-ce qui aurait pu être possible? C'est de plus facilement financer le système de santé. Et peut-être que si on avait mieux financé le système de santé avant 2019, on aurait été mieux préparé pour ce qui s'est passé en 2020, à partir de 2020. Donc on voit comment aller toujours sur des questions de responsabilité morale des patients, ça élude des questions qui sont beaucoup plus massives. Et quand on regarde donc les comptes de la Sécu est excédentaire depuis au moins 2014, mis à part évidemment la période 2020, 2021, 2022. Et à partir de 2023, à nouveau, la Sécu, au sens de l'ensemble des comptes, est excédentaire. Si elle est déficitaire, c'est parce qu'on lui demande de rembourser sa dette à marche forcée. Si on lui demandait de la rembourser à plus moyen terme, à plus long terme, forcément, ça serait beaucoup plus facile pour elle. C'est comme pour vous, comme pour moi. Si ma maison, je décide de la rembourser en 5 ans, ça va être plus dur que si je décide de la rembourser en 20 ans. Sauf que nous, on a une durée de vie limitée, la sécurité sociale, a priori, non, c'est comme l'État, c'est des institutions qui ont une durée de vie très, très, très importante. Donc, conclusion, je vois que j'ai été très long, je ne vais pas aller trop loin. Ma conclusion, c'est tout simplement de dire que, voilà, on peut très sérieusement remettre en cause cette idée de trou de la Sécu, et qu'en remettant en cause cette idée, alors, on peut parler de responsabilité, oui, mais responsabilité de qui? Voilà. Merci en tout cas pour cette intervention qui sort du commun, et c'est aussi le rôle de l'espace de réflexion éthique de pouvoir vous informer, prendre du recul sur les choses. Mais effectivement, je pense que ça va frustrer certains d'entre vous qui se disent que malgré tout ça, eh bien, on est dans cette réalité qui est la nôtre et que l'on doit faire avec. Donc, merci encore pour vos différentes interventions qui nous ont bien éclairés. Et